Bonjour et bienvenue. L'objectif naturel d'un congrès dans un parti, c'est de départager les concurrents, d'expurger les divisions. Et une fois passé le vote, la force de la majorité démocratique permet à la famille de se rassembler, de se retrouver derrière une ligne qui est devenue la ligne majoritaire. Il y a 5 mois, Laurent Wauquiez a été largement élu par les militants républicains et il ne s'est rien passé de tout cela. Alain Juppé s'est mis en retrait du parti. Il envisage même carrément une liste commune avec En Marche pour les européennes. Xavier Bertrand a quitté le parti. Il ne met quasiment plus un pied en dehors de sa région des Hauts-de-France. Et à l'intérieur des Républicains, ou plutôt sous forme de partis associés, s'organise une forme d'opposition à travers un mouvement qui s'appelle Libre et qui revendique à ce jour plus de 1000 élus sur le territoire national. Valérie Pécresse, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à vous. Vous êtes la présidente LR de la région Île-de-France et ce mouvement Libre, c'est le vôtre. Alors, pourquoi faire? Que voulez-vous pour la droite française? Que voulez-vous pour la France? Peut-être, nous essaierons d'en savoir plus tout au long de l'émission. Climat social, SNCF, Parcoursup, pouvoir d'achat, fiscalité, nous vous interrogerons sur tous ces sujets sur lesquels nos concitoyens sont très attentifs. Et puis, nous reviendrons sur un abandon, celui du plan Borloo pour les banlieues. Le président de la République, mardi matin, l'a mis à la poubelle, il n'y a pas d'autre mot. Vous ne vous êtes pas exprimé sur ce sujet depuis, mais je sais que vous n'avez pas du tout apprécié le discours du président de la République. Vous nous direz pourquoi. Pour vous poser toutes ces questions et d'autres, j'en suis sûr, Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour David, bonjour à toutes et à tous. Et Yohann Usaï pour CNews. Bonjour Yohann. Bonjour David. Et bienvenue. Avant de développer tous ces sujets, Valérie Pécresse, nous avons appris ce matin la mort de celui qui était sans doute le conteur préféré de tous les Français, homme de radio et de télévision, bien connu ici sur Europe 1. Pierre Bellemare nous a quittés. Est-ce que vous avez quelques mots à ce sujet, peut-être un souvenir? Oui, pour moi, Pierre Bellemare, c'est un parfum d'enfance. Il se trouve que ma famille est du Midi et donc à chaque départ en vacances, c'était la grande transhumance en voiture pendant des heures et j'adorais les histoires. Et comme j'étais très turbulente, mes parents me mettaient Pierre Bellemare. Et on écoutait la voix de Pierre Bellemare, les histoires extraordinaires de Pierre Bellemare. Parfois, c'était des histoires policières. Voilà. Donc Pierre Bellemare, ça reste la voix qui était censée me calmer pendant les heures de route en vacances. Oui, sans doute que pour beaucoup de nos auditeurs... Donc c'est effectivement le pouvoir de la radio. Ouais, des souvenirs d'enfance comme ça. Et nous avons bien sûr ici à Europe 1 une pensée toute particulière et très affectueuse pour les proches de Pierre Bellemare. On enchaîne avec vous, Yohann Usaï, avec une question sur le plan banlieue. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Alors il y a en Île-de-France 272 quartiers qui sont concernés par la politique de la ville. 1 600 000 personnes qui y vivent, dont plus d'un tiers sous le seuil de pauvreté. Alors avez-vous regretté la décision d'Emmanuel Macron d'abandonner le plan Borloo? Est-ce qu'il aurait fallu à nouveau injecter des dizaines de milliards d'euros? D'abord, je crois qu'il faut dire que j'avais mis énormément d'espoir dans ce plan banlieue, énormément d'espoir dans le travail de Jean-Louis Borloo, à qui j'avais ouvert, toutes les portes de la région pour qu'il vienne voir ce qu'on faisait sur la laïcité, sur la rénovation urbaine, sur le décrochage scolaire, sur la politique d'urbanisme. Et j'ai été extraordinairement déçue et frustrée. Mais d'abord, ce que je voudrais dire très solennellement, c'est que j'ai été profondément choquée par le propos du président de la République sur les mâles blancs qui ne peuvent pas parler des banlieues. Pourquoi? Parce que d'abord, ça délégitime la parole des politiques. Je suis une femelle blanche et je revendique d'avoir installé le conseil régional en banlieue, de m'être installée en banlieue et d'avoir quelque chose à dire sur l'avenir de ces banlieues, de ces quartiers populaires. Aujourd'hui, il ne faut pas ouvrir la porte au communautarisme. Le communautarisme est une gangrène de la société française. Racialiser le propos politique, pour moi, c'est plus qu'une erreur. C'est dangereux. C'est dangereux pour l'avenir. Donc, ça m'est arrivé d'avoir à faire face à ce débat déjà par le passé, puisque vous vous souvenez peut-être, mais pendant les régionales, mon adversaire socialiste m'avait accusé de défendre la race blanche. Oui. Je pense que en prenant ces mots-là, on court un risque extraordinairement fort de fracturer la société française et on ouvre la porte à des listes communautaires au municipal, à la puissance du communautarisme dans la société française. Oui, Emmanuel Macron a effectivement déclaré que deux mâles blancs s'échangent un rapport, ça ne marche plus comme cela, c'était sa phrase précise. Est-ce que vous considérez
qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, a une vision communautariste de la société française? En tout cas, racialiser le discours et mettre en cause des personnes, des maires, des présidents de région, des ministres, des gouvernants, des sachants, en raison de leur race, en raison de leur sexe. Ça n'est pas ma vision de la société et c'est une régression républicaine. J'ai la conviction que dans quelques années, par-delà les clivages partisans, il y aura dans la vie politique française ceux qui auront une vision républicaine, fondée sur l'intégration, et ceux qui auront une vision communautariste. Et moi, je refuse le repli. Et je revendique d'avoir des solutions pour les banlieues. Parce que le sujet aujourd'hui, et contrairement à ce qui a été dit, c'est que, 1, on n'a pas tout essayé, et 2, il faut une réponse extraordinairement forte, avec 3 piliers. Un pilier de moyens supplémentaires, et je l'assume, un pilier d'autorité et un pilier de mixité. Encore des milliards pour les banlieues, ça échoue depuis 1977. Non. Je pense qu'il faut tirer les leçons de l'ANRU 1. Qu'est-ce qui a raté dans l'ANRU 1? C'est qu'on a injecté les milliards sans changer la physionomie de ces quartiers. Je suis entourée ce matin dans cette salle d'élus de quartiers populaires, de Trappes, de Sartrouville, d'Aulnay-sous-Bois, de Pantin. Nous sommes aujourd'hui... mais pas seulement en Ile-de-France, dans toute la France. Il y a 1300 quartiers politiques de la ville dans toute la France. Nous devons détruire les grands ensembles. Nous devons reconstruire des quartiers entiers, mais avec un plafond anti-ghetto. Il ne peut pas y avoir de vraie mixité sociale quand il y a plus de 30% de logement social dans un quartier. C'est ça l'objectif qu'on doit se fixer. Détruire en 10 ans tous ces quartiers. Reconstruire des quartiers nouveaux avec de la vraie mixité sociale, avec des services publics qui fonctionnent, de l'ascenseur social et puis avec de l'autorité, parce que vous connaissez la dérive des quartiers populaires aujourd'hui, entre délinquance, communautarisme et radicalisation. On va en parler de l'autorité. Nicolas Barré. Valérie Pécresse, comment vous faites pour avoir ces moyens supplémentaires si l'État n'est pas de la partie? Écoutez, j'ai eu Jean-Louis Borloo hier au téléphone, j'ai eu un certain nombre de maires qui étaient à l'Élysée, j'en ai parlé aussi avec Xavier Bertrand et Hervé Morin. Si l'État n'est pas au rendez-vous, nous ferons sans l'État. Nous ferons avec les moyens, mais avec les moyens qui sont les nôtres. Malheureusement, ils ne sont pas forcément aussi puissants que ceux de l'État, mais avec les moyens qui sont les nôtres, nous nous mettrons en situation de mettre le paquet pour transformer nos villes et nos quartiers et surtout déghettoiser, arrêter le repliement de ces quartiers. Combien, Valérie Pécresse, la région Île-de-France est-elle capable d'injecter? Mais comme vous l'avez dit... Et sur quelle durée? Mais comme vous l'avez dit, il ne s'agit pas uniquement d'argent, il s'agit de politique. Vous venez de dire, nous mettrons les moyens à la place de l'État. Bien sûr, mais nous vous présenterons notre plan alternatif dans quelques semaines. Nous attendions que l'État le fasse. Nous avions donné toutes nos idées à Jean-Louis Borloo pour que un certain nombre de choses se fassent. On va Avant l'été, vous chiffrerez ce projet? Bien évidemment, avant l'été. Et ce sera un plan qui aura évidemment un volet très fort économique, parce qu'il y a une dynamique entrepreneuriale extrêmement forte dans les quartiers populaires, mais la tentation de l'économie souterraine y est aussi extrêmement forte. Donc le sujet, c'est dynamique entrepreneuriale, oui, mais dans l'économie déclarée. C'est un premier sujet, l'emploi. Le deuxième sujet, c'est le décrochage scolaire. C'est la réussite éducative. Mais je vais vous donner un chiffre qui va peut-être vous marquer. En Seine-Saint-Denis, l'un des départements les plus populaires de France, 5 demandes de mutation pour une demande d'affectation. Donc on ne peut pas dire qu'on a les moyens pour faire des bons services publics aujourd'hui. Diviser les classes en deux dans les zones prioritaires. C'est une première, c'est une première bonne mesure, mais le rapport de la mission parlementaire de l'Assemblée nationale sur la Seine-Saint-Denis montre qu'il y a moins de justice, moins de police et moins d'enseignants. Donc on ne peut pas mettre moins de services publics là où il y a le plus de défis. Mais le vrai sujet, je l'ai redit, c'est la mixité sociale de ces quartiers. Et si on veut que ces quartiers s'ouvrent, eh bien, il faut les reconstruire. Je donne tout de suite la parole à Nicolas Barré, mais et les reconstruire ailleurs. Vous venez de dire, Valérie Pécresse, que vous avez eu hier Jean-Louis Borloo au téléphone. A-t-il apprécié d'être qualifié de mâle blanc par le président de la République? Mais je crois que Jean-Louis Borloo a envie que l'on réussisse. Il a envie qu'on mette fin à l'enfermement des quartiers. Il a envie qu'on redonne espoir. Vous savez que les maires aujourd'hui... Les maires aujourd'hui, je ne parle pas... Cette expression, vous l'avez très mal ressentie. Est-ce que celui qui en était le premier intéressé, puisque c'était l'expression du président, a commenté ce moment? Je ne parlerai pas pour Jean-Louis Borloo, je pense qu'il s'exprimera lui-même, mais je crois qu'il est de notoriété publique, effectivement. Il n'a pas accepté d'être délégitimé. Lui, l'ancien maire de Valenciennes, lui, l'ancien ministre de la cohésion sociale, lui qui avait travaillé pendant des semaines avec l'ensemble des élus. Vous savez que les maires démissionnent aujourd'hui. Vous savez qu'il y a aujourd'hui des émeutes urbaines dans certaines villes avec des maires qui sont,
pas récompensés, pas reconnus à la hauteur de leur investissement, de leur engagement et de la dureté de leur mandat. Nicolas Barré. Justement, Emmanuel Macron souhaite que les maires puissent être informés à l'avenir de la présence sur le territoire de leur commune de personnes qui sont fichées pour radicalisation islamiste. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne décision et que devraient faire les maires de ce type d'information ? Moi, je suis favorable à l'information partagée effectivement avec les maires parce que les maires sont des tiers de confiance et je pense qu'il faut leur faire confiance. Les services de sécurité ne pensent pas du tout cela. Hein. Mais, avec Libre, nous avons fait toute une série de propositions sur cette question des personnes radicalisées, fichées S, qui sont sur notre territoire. On ne peut pas dire que dans ce domaine, on a fait le maximum. Il me revient que près de 10% de ces personnes radicalisées sont étrangères. Que font-elles encore sur notre sol ? Pourquoi ne sont-elles pas expulsées vers leur pays ? Elles sont étrangères, pour une bonne part en situation irrégulière. Que font-elles encore sur notre sol ? Donc il faut renvoyer les fichés S radicalisés dans leur pays d'origine s'ils sont étrangers. Et par ailleurs, sur les Français et les binationaux, il faut inventer une nouvelle incrimination pénale qui permette de les traduire en justice. Les Français ne comprennent plus. Chaque attentat est commis par une personne qui a déjà été repérée par les services. Enfin, on ne peut plus continuer à avoir des services qui travaillent, qui font un boulot extraordinaire de repérage et qu'il ne se passe rien. Alors, on peut mettre en prison, envoyer devant la justice ceux qui préparent un attentat, mais ceux qui consultent de manière quotidienne les sites djihadistes, ceux qui vont dans des mosquées où ils entendent des prêches de haine, des prêches anti-républicains, ceux-là, ils doivent être aussi traduit devant la justice pour intelligence avec l'ennemi. Il faut modifier le code pénal. C'est possible et c'est souhaitable. Allez, on avance. Valérie Pécresse. L'actualité ce week-end, c'était aussi cette marée humaine appelée de ses voeux par Jean-Luc Mélenchon. Au final, elle n'a fait sortir de chez eux que 31 700 personnes à Paris. Donc, le Premier ministre a ironisé en disant que c'était un coefficient de marée faible. Et pourtant, Valérie Pécresse, Jean-Luc Mélenchon reste aux yeux des Français l'opposant numéro 1 à Emmanuel Macron, très loin, selon les sondages, devant Laurent Wauquiez. Comment cela se fait-il ? Je crois qu'on est dans un climat social qui est tendu, mais je crois que ce qui discrédite aujourd'hui ce type de manifestation, c'est les dérapages vers l'outrance, le saccage et la violence. Je pense qu'un bon nombre de syndicalistes ou de personnes, j'allais dire de bonne volonté, ne se reconnaissent pas dans cette radicalisation. Et il faut le dire, moi, la France insoumise, l'extrême gauche, on connaît leur méthode. C'est la dictature de la minorité. C'est la dictature de la minorité par la violence, dans les universités, dans les usines, moi je les ai eus en face de moi au moment de la réforme des universités. Et je crois qu'aujourd'hui, quand vous étiez ministre de l'enseignement supérieur. Quand nous avons fait la réforme de l'autonomie des universités. Et je crois qu'aujourd'hui, le pays ne se reconnaît pas dans ce discours qui attise la haine contre les institutions et contre la police, contre la justice, contre tous ceux qui font régner l'ordre. L'ordre doit revenir dans la société française. Vous n'avez pas du tout répondu à la question, tout le monde s'en est rendu compte, Valérie Pécresse. Pardon ? La question était de savoir pourquoi, dans ces conditions, Jean-Luc Mélenchon restait aux yeux des Français l'opposant numéro 1 et Laurent Wauquiez très loin derrière. Écoutez, pardon de vous dire que je n'ai pas la réponse à ces questions. Il faudrait peut-être demander aux Français pourquoi ils considèrent que l'extrême gauche, avec ses méthodes qui sont les siennes, sont des opposants dignes de ce nom. Yohann Usaï. Pour revenir sur les dérapages que vous avez commencé à évoquer, mardi dernier, lors de la manifestation des fonctionnaires, l'effigie d'Emmanuel Macron a été brûlée. Hier, il était représenté en uniforme nazi. Alors, qu'est-ce que ça dit de la contestation sociale aujourd'hui dans le pays ? Est-ce que les syndicats ou les leaders de la France insoumise ont, selon vous, une part de responsabilité ? Bien évidemment, l'extrême gauche est totalement responsable des messages qu'elle fait passer. Vous savez que très régulièrement, il y a des attaques sur des lycées, très régulièrement, il y a des facs qui sont occupés, dégradés. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on connaît ces méthodes et il faut les condamner. Donc là, vous visez directement Jean-Luc Mélenchon, pour que les choses soient claires. Bien évidemment. L'extrême gauche, qui dit qu'elle prêche la non-violence, est en réalité pompier pyromane dans cette affaire. Ils mettent le feu, ils veulent attiser la haine. Et moi, ce que je supporte de moins en moins, c'est effectivement qu'ils s'attaquent à tout ce qui tient debout la République, et notamment les policiers et les gendarmes, dont on voit attentat après attentat, à quel point leur rôle est crucial pour la société française. Est-ce que vous pensez, comme Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, que les manifestants sont complices des casseurs par leur passivité, je le cite ? Je pense qu'un message
se distanciant et condamnant violence, saccage et outrance serait bienvenue de la part de tous les syndicats. Et je le dis, y compris à la CGT. Valérie Pécresse, présidente Les Républicains de la région Île-de-France, est l'invitée du grand rendez-vous. Nous marquons une première pause et on se retrouve tout de suite après. Le grand rendez-vous avec Valérie Pécresse, présidente Les Républicains de la région Île-de-France. Nous reprenons avec vous, Nicolas Barré. Alors Valérie Pécresse, 40% des lycéens attendent encore leur réponse sur Parcoursup. Après une semaine de mise en œuvre de ce nouveau système de sélection des lycéens, qu'en pense l'ancienne ministre de l'Enseignement supérieur ? Cette génération essuie les plâtres de la réforme. C'est toujours compliqué, les périodes transitoires. Mais moi, je ne jetterai pas la pierre au gouvernement parce que je pense que Parcoursup va dans la bonne direction. Bien sûr, c'est pas la panacée. Bien sûr, il y aura des calages, des recalages à faire. Bien sûr, cette année, et je pense aux parents, je pense aux élèves, va être une année difficile parce qu'on met en place un nouveau système. Mais il faut y aller. Il faut y aller. Il faut arrêter la sélection par l'échec et la sélection par l'argent à l'université française. Et ce gouvernement a le courage de poser un vrai problème. Maintenant, il faudra donner des réponses encore plus puissantes. Je pense notamment à la première année de médecine, qui continue d'être une année où 80% des enfants, qui sont tous très brillants, sont conduits à l'échec. Donc le sujet, et puis ils sont conduits à l'échec, et ceux qui réussissent, c'est ceux dont les parents peuvent payer des petits cours supplémentaires. Sélection par l'échec, sélection par l'argent. Donc aujourd'hui, il faut changer de système, et moi, je soutiens le gouvernement parce qu'il a le courage d'aller vers un système d'orientation sélective. Il faudra aller plus loin, mais je le soutiens. Alors Valérie Pécresse, une jeune fille, est au cœur de la polémique depuis une dizaine de jours. Elle a 19 ans, elle est responsable de l'UNEF à Paris 4, elle s'appelle Mariam Pouchetou. Pourquoi est-ce qu'elle est au cœur de la polémique ? Eh bien parce qu'elle a donné une interview télé en portant le voile. Alors peut-on être responsable syndical de l'UNEF et porter le voile islamique dans ses interventions publiques ? Moi, ça m'a choqué. Ça m'a choqué parce que j'y ai vu effectivement un entrisme communautariste au sein des syndicats. Et cet entrisme, on le perçoit dans d'autres organisations syndicales, y compris des organisations syndicales salariées. Pour moi, mais je vous le dis, je pense que les Républicains, aujourd'hui, doivent s'exprimer haut et fort. Pour moi, l'action syndicale comme l'action politique sont des lieux de neutralité. On est ce qu'on est. On a son identité, on a sa religion ou pas. On a son logiciel de pensée. Mais on ne doit, face aux caméras, face à ceux qui nous élisent, on doit défendre une République unie et donc on doit être neutre. Et c'est pour ça que d'ailleurs au Conseil régional, je ferai voter dans une semaine une délibération qui imposera la neutralité absolue des conseillers régionaux dans l'hémicycle. Pas de signe d'appartenance, ni religieuse, ni des slogans, des sigles, voilà. Ce n'est pas déjà le cas dans votre hémicycle ? Non, ça n'était pas le cas parce qu'on n'en avait pas ressenti le besoin. C'est vous dire qu'aujourd'hui, cette pression communautariste, on la ressent et moi je la crains notamment pour la sphère politique. Et je l'ai dit, je la crains pour les municipales. Je crains des listes communautaires. À légiférer là-dessus ? Je crains des provocations. On est aujourd'hui dans un climat social très tendu, dans une France très fracturée, et je crains que cette neutralité puisse un jour être mise à mal. Je ne souhaite pas être dans la réponse. Voilà. Je ne souhaite pas être dans la réponse à la provocation. Je ne souhaite pas laisser la place possible à la provocation. Je souhaite être dans l'anticipation et la prévention. Est-ce que vous considérez qu'avec le voile, cette jeune fille... C'est un article qui a été voté d'ailleurs en janvier à l'Assemblée nationale, qui n'existait pas à l'Assemblée nationale, ce qui montre aussi qu'à l'Assemblée nationale, le sujet se pose. Est-ce que vous considérez qu'avec le voile, cette jeune fille marque sa différence avec la société française ? C'est en résumé ce que soutient Gérard Collomb, par exemple. Elle marque une appartenance religieuse de manière ostentatoire. Et pour moi, c'est le début d'une communautarisation du discours. Vous avez l'impression que la majorité est divisée sur ce sujet ? Le président de la République, par exemple, est-ce que vous aimeriez l'entendre davantage sur la laïcité de manière plus claire ? Moi, j'attends du président de la République qu'il dise une seule phrase. La loi est au-dessus de la foi. Et qu'il la dise de la même manière à toutes les religions de France. Parce que je pense que ce travail de la loi est au-dessus de la foi, c'est un travail perpétuellement recommencé, c'est le travail de la République. Depuis des siècles, on a demandé aux chrétiens, aux juifs, de se mettre en conformité avec ce précepte. Aujourd'hui, on voit bien qu'il faut encore travailler avec la religion musulmane pour que
ce simple précepte, la loi est au-dessus de la foi, soit entièrement respecté. Je le dis parce qu'on observe un certain nombre de sujets, des ports de voile intégral dans des mosquées, alors que le voile intégral, la burqa, est interdite sur le sol français. On voit aujourd'hui des mariages religieux sans mariage civil préalable. Donc la loi est au-dessus de la foi, et c'est ça que nous attendons du président de la République, et je le dis devant le président du Sénat, qui est le grand défenseur aujourd'hui d'une République laïque. On verra si Emmanuel Macron vous a entendu, sans doute dans les prochains mois, puisqu'il est censé tenir un discours important sur l'organisation de l'islam de France. Mais il doit le dire à toutes les religions de la même façon, et à tous les courants de pensée. On change de sujet, la SNCF. Vendredi, Édouard Philippe, le Premier ministre, a annoncé que l'État reprendrait 35 milliards de la dette SNCF. Il a promis aux Français qu'il n'y aurait pas d'impôt SNCF pour financer cette reprise de dette. Est-ce que vous lui faites confiance sur ce point ? Excusez-moi, mais on n'est pas des magiciens. Ici, c'est pas un jeu de bonneteau. Si l'État reprend la dette SNCF, c'est donc qu'elle payera les frais financiers de la SNCF. Donc le contribuable. L'État payera les frais financiers de la SNCF. Soyons clairs, les deux poches sont un peu les mêmes, parce que si c'est pas le contribuable, c'est le voyageur qui paye. Donc, en réalité, je pense que la SNCF n'est pas totalement responsable de l'accumulation de sa dette. Je pense que, on le sait tous ici, l'État avait transféré un certain nombre des investissements qui étaient nécessaires sur le réseau ferré français à la SNCF. Donc on remet les compteurs à zéro. Il y a aujourd'hui maintenant une réforme qui atteint un point d'équilibre. Et que vous soutenez d'ailleurs, rappelons-le, les Républicains. Je la soutiens, je l'ai soutenue même avant d'avoir un quelconque mot d'ordre pour le faire. Je l'ai soutenue parce que je pense qu'on ne peut pas durablement sauver et maintenir la SNCF comme grande entreprise nationale si elle continue à avoir 30% de coûts kilomètres de plus que la Bundesbahn. Donc c'est pas possible. Donc il fallait faire ce plan de productivité. D'ailleurs, Guillaume Pépi l'avait proposé au gouvernement Hollande il y a quelques années, et le gouvernement Hollande et Manuel Valls avaient retoqué son plan de productivité. Donc cette réforme est indispensable. Sur la dette, j'y reviens. Effectivement, l'État va reprendre la dette. Moi, j'ai une inquiétude, c'est que ça conduise l'État à diminuer ses investissements transport. Parce que toutes les lignes du quotidien en France sont vétustes. Elles ont besoin d'investissements. Le Premier ministre a annoncé le contraire. Oui, voilà. Dans la foulée, il a dit on augmentera aussi les investissements. Donc, eh bien, nous le jugerons sur ces actes. Maintenant, la vérité, on va se la dire, tant que l'État ne baisse pas ses dépenses de fonctionnement, tant que l'État ne baisse pas son train de vie, tant qu'il n'y a pas une simplification radicale de l'action de l'État et un lâcher-prise au profit des collectivités locales au lieu d'avoir des doublons à tous les étages, on n'aura pas de baisse des dépenses de l'État. Tant qu'on n'a pas de baisse des dépenses de l'État, on ne pourra pas avoir le maintien des investissements et on ne pourra surtout pas avoir la baisse des impôts que j'appelle de mes voeux comme tous les Français. Vous êtes plutôt de l'école Le Maire là en ce moment au gouvernement, c'est-à-dire on baisse les aides sociales pour réduire les déficits. Non, parce que je pense que là encore, l'État, une nouvelle fois, fait peser les efforts sur d'autres que lui-même. Le problème aujourd'hui, c'est que qui n'a pas baissé ses dépenses cette année ? Lisez la Cour des comptes, c'est l'État. Qui a baissé ses dépenses cette année ? Les collectivités locales, les bénéficiaires de l'APL. Qui a subi une pression fiscale supplémentaire ? Tous les Français, les retraités en premier avec la CSG, mais tous les Français avec la hausse des gazoils, la hausse des taxes. Donc on est aujourd'hui dans on va dire le ras-le-bol fiscal de l'ère Hollande s'est accentué. Et donc il faut aujourd'hui que l'État devienne le bon élève avant de prélever sur d'autres que lui, les Français, les classes moyennes, les plus modestes et les collectivités locales qui sont aujourd'hui les bons élèves. Nicolas à propos de fiscalité, justement, Bruno Le Maire à ce micro disait la semaine dernière qu'il fallait maintenir la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette on voit bien que, là encore, pardon, mais je vais faire du bon sens. Si l'État ne baisse pas ses dépenses, ce sera très difficile de baisser les impôts. Et la promesse de suppression de la taxe d'habitation, c'est une baisse de recettes. Donc, pardon, mais si on baisse les recettes, il faut baisser les dépenses. Et si on ne baisse pas les dépenses, on sera obligé de maintenir des impôts, voire même d'en créer des nouveaux. Parce que la peur, c'est pas qu'on maintienne la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, c'est qu'on la croisse pour compenser le manque à gagner sur la taxe d'habitation qui aura été supprimée. Ou alors, l'autre crainte, c'est qu'on prive les communes des ressources nécessaires pour faire fonctionner les services publics de proximité. Tout ça parce que l'État n'a pas le courage de supprimer toute une série de missions qu'il exerce en doublon
des collectivités locales. Et aujourd'hui, le vrai sujet, c'est le lâcher-prise. Il y a un angle mort dans la politique du gouvernement, c'est la confiance faite aux acteurs de terrain. Et moi, je le dis, les maires font un travail formidable, et là encore, il faut les défendre, et il ne faut pas réduire leur rôle. En revanche, l'État bureaucratise l'ensemble des choses, nous fait prendre beaucoup de temps de retard sur les investissements. Donc oui, à la réforme de l'État. Il faut qu'on parle d'Europe, allez-y, Yohann Usaï. Une question assez générale d'abord sur l'Europe. Quel bilan dressez-vous des initiatives d'Emmanuel Macron sur le front européen? Est-ce qu'à vos yeux, il parvient aujourd'hui à faire avancer cette Europe? Ce qui est clair, c'est que Emmanuel Macron incarne la fonction présidentielle. Et pour tous les Français, je crois que c'est un immense soulagement. Parce qu'après François Hollande, avoir un président qui nous rend fiers à l'international, c'est quand même important. Maintenant, il y a une distance entre cette incarnation, ces paroles fortes qu'il a eues sur des sujets comme le climat, sur des sujets comme l'Europe, et puis les résultats. Moi, pour l'instant, je ne vois pas le retour de l'influence de la France sur la scène européenne. Je ne le constate pas dans les faits. La taxation sur les GAFA, vous savez, sur ces grands acteurs de l'Internet, taxation européenne, nous la voulons, elle est indispensable. Les GAFA sont en train de tuer toute une série de pans de l'économie européenne. Il est normal qu'ils payent leurs impôts dans les pays dans lesquels ils travaillent. C'est absolument indispensable. Et ça ne serait pas concevable autrement. Donc cette taxation, pour l'instant, rien. Est-ce que vous dites laissons-lui du temps ou vous dites plutôt c'est mal parti? Les travailleurs détachés, pardon de le dire, là encore, on a du dumping social et on veut que cette directive sur les travailleurs détachés soit revue. Sur tous ces sujets-là, on a une parole forte du président de la République, on n'a pas encore de résultats. Moi, ce que je souhaite, c'est que la France revienne en Europe, qu'elle soit extrêmement puissante et qu'elle influence le cours de l'Europe. Bon, c'est ce qu'il essaye de faire. On verra dans quelques instants ce que vous proposez-vous, justement, mais pour, par exemple, pour arriver à cet un autre objectif. exemple qui n'est pas européen, mais le président va aux États-Unis, va voir Donald Trump. Le lendemain, Donald Trump dénonce l'accord iranien et menace de sanctions les entreprises françaises et européennes qui travaillent avec l'Iran. Est-ce que c'est une vraie influence française? Le président a demandé sur cette question à ne pas être jugé sur les décisions des autres. Ça a été sa réponse. Nous marquons une pause, Valérie Pécresse. Influencer le cours des décisions des autres, c'est ça, être un président de la République puissant. Vous pourrez développer tout cela dans quelques instants. On se retrouve tout de suite. Le grand rendez-vous avec vous, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. Vous, juste avant la pause, vous critiquiez l'absence de résultats, finalement, d'Emmanuel Macron sur le front européen. Mais après tout, quelle est aujourd'hui la ligne de votre parti, les Républicains, sur la construction européenne? En avez-vous une vision claire? Nous allons nous réunir pour en parler lors d'un conseil national qui se tiendra dans quelques semaines. Mais il est évident le 30 juin à Menton, vous irez d'ailleurs? Bien sûr. Okay. Et il est évident que Libre, qui est un mouvement d'idées que nous avons créé pour proposer, et non pas pour s'opposer, contrairement à ce que vous avez dit en début d'émission. Non, pas du tout. Mais pas du tout. Bon. Il y a une différence entre proposer et s'opposer. Proposer, c'est apporter des idées au débat. Et c'est ce que nous faisons en permanence. Et sur l'Europe, évidemment, nous apporterons une vision. Alors, Libre, c'est structuré autour de l'idée européenne. Nous sommes pro-européens. Nous défendons une droite pro-européenne, mais euro-lucide, euro-réformatrice. Et donc, on apportera un certain nombre de pierres à l'édifice. Je ne vous dévoilerai pas ces idées parce qu'elles feront l'objet d'un travail collectif et d'abord avec toutes les équipes de Libre. Non, mais on a compris que vous étiez pro-européen, mais le problème, c'est que vous n'êtes pas présidente du parti Les Républicains, c'est Laurent Wauquiez. Est-ce que Laurent Wauquiez, il est pro-européen? Mais nous voulons peser sur la ligne politique qui sera dessinée pour la future campagne européenne. Et je pense que il faudra que le président entende tous ceux qui s'exprimeront dans ce cadre. Il paraît qu'il a demandé à ce que les Républicains tirent les conclusions de ce qui s'est passé en Italie avec des mouvements anti-européens qui sont devenus majoritaires. Le risque que les mouvements anti-européens deviennent majoritaires en France, il existe. Je vous rappelle qu'aux dernières présidentielles, nous étions en quadrangulaire avec 50% de vote extrême. Mais votre parti ne peut pas prendre cette direction, c'est impossible. Écoutez, en tout cas, je ne souhaite pas qu'il la prenne et je défendrai la position radicalement inverse. Cela dit, ce que je pense sur l'Europe, c'est qu'il ne faut pas accuser l'Europe de nos propres lâchetés. La bureaucratie européenne, la surréglementation, les normes inadaptées, tout ça, c'est parce que la France a renoncé à être puissante en Europe. Et
Et c'est parce qu'on a aussi envoyé au Parlement européen peut-être des personnalités qui ne parlaient pas l'anglais, peut-être parce que les énarques aujourd'hui en France ne sont pas obligés d'aller faire 1, 2, 3 ans à Bruxelles avant d'accéder à des postes de direction. On a négligé l'Europe, on a laissé l'Europe devenir germanique et anglo-saxonne. On l'a laissé devenir libérale et après on s'en plaint. Mais c'est de notre faute. Et quant à la surtransposition des normes, elle est franco-française, c'est une spécificité franco-française. Il faut absolument que nous nous engagions à ne pas rester dans la moyenne des normes européennes. Sinon on met des boulets à nos entreprises et à tous ceux qui veulent créer en France. Vous avez finalement livré quelques débuts de piste de votre projet européen. Et vous ne vouliez pas le faire, vous des- l'avez fait de vous-même. Yohann Usaï, allez-y. C'est pas des pistes, c'est une ligne politique. Bon. Marion Maréchal, qui abandonne son nom, Le Pen, et qui crée son école de sciences politiques à Lyon. L'objectif, c'est quoi? C'est une OPA sur la droite traditionnelle? Vous connaissez le petit chaperon rouge? Alors, Dans le petit chaperon rouge, le loup se déguise en grand-mère. bon, Mais c'est que de l'habillage. Voilà, derrière la grand-mère, il y a toujours le loup. Donc Marion Maréchal Le Pen s'appelle Marion Maréchal et se déguise en grand-mère. Et sur l'objectif? Non, mais la vérité, c'est que pour moi, l'extrême droite, c'est pas le prolongement de la droite, c'est le contraire de la droite. Et ça a toujours été comme ça dans l'histoire de notre famille politique de droite républicaine. Donc voilà, il ne peut pas y avoir une école de formation des droites. Je pense que tout le jeu de Marine Le Pen et de Marion Maréchal, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler maintenant, ils sont experts en changement de nom maintenant au FN, c'est effectivement de dédiaboliser, de rhabiller le Front National, de lui donner une forme d'honorabilité. Il n'y a pas d'honorabilité dans le vote extrême, il n'y a pas d'honorabilité dans le populisme. vous avez vu qu'elle a déclaré que Laurent Wauquiez était le bienvenu pour aller enseigner dans son école? Écoutez, en tout cas, moi, ma ligne est claire, c'est pas populiste et ça ne sera jamais populiste. Nicolas Barré. Alors parlons justement de votre parti politique. On nous dit que Laurent Wauquiez est isolé, qu'il travaille finalement avec un petit cercle de personnes, qu'il fait confiance à peu de monde. D'abord, est-ce que c'est vrai? Et puis vous, par exemple, est-ce que vous avez des échanges fréquents avec lui? On se parle, bien évidemment. Le sujet de libre, c'est deux choses. C'est élargir la droite et c'est renouveler le logiciel de pensée. Donc nous, on est vraiment un mouvement d'idées. Notre objectif, c'est vraiment d'être à la pointe de la créativité et d'aborder sans tabou un certain nombre de sujets qu'on n'a jamais abordés, d'être plus audacieux que le gouvernement, d'être sans doute plus dur sur un certain nombre, enfin plus dur, plus ferme sur un certain nombre de sujets régaliens comme la sécurité, le communautarisme et la radicalisation. Et c'est de proposer. Sur les déserts médicaux, par exemple, on a un plan du gouvernement qui est extrêmement décevant, avec des mesures qui sont tièdes. Nous proposons, alors c'est un tabou, que les infirmières puissent devenir infirmières praticiennes et qu'on ait un vrai ascenseur social dans les professions de santé. Une Mais mesure la qui a question- été bloquée par les C'était pas du tout la lobbying question des ne portait pas infirmières. sur Libre, elle portait sur Laurent Wauquiez. Est-ce qu'il est isolé au sein du parti? Écoutez, c'est aux militants qu'il faut poser la question. Aujourd'hui, moi, ce que je crois, c'est que le parti a besoin d'idées neuves. Le parti a besoin de dynamique. Et si Libre peut contribuer à apporter cette dynamique et à empêcher l'hémorragie de tous ceux qui ne se reconnaîtraient pas dans son fonctionnement, eh bien Libre est utile Mais vous à la droite. Vous disiez par exemple récemment, Valérie Pécresse, qu'il ne faut pas se lancer dans une course au décibel. Vous visiez clairement Laurent Wauquiez. Pourquoi n'assumez-vous pas ce rôle d'opposante à l'intérieur de votre famille politique? Mais parce que vous voulez, non mais si, parce que vous voulez semer la division. Moi, je ne cherche pas la division. Moi, je cherche à ce que la droite se relève. Ouais. La droite de l'après-Macron sera différente de la droite de l'avant-Macron. Pour ça, il faut qu'il vous écoute, Laurent Wauquiez. Mais pour ça, il faut d'abord qu'on mette sur la table des propositions, Mmh. des propositions qui séduisent les Français sur l'immigration, sur le terrorisme. Nous mettons sur la table des propositions cahiers, ça prend la sur forme de l'égalité cahiers. femmes-hommes, Mais- sur les prisons. Nous allons mettre en place un certain nombre nous avons mis en place un certain nombre de groupes de travail sur l'Europe, sur le pouvoir d'achat. Sur tous ces sujets-là, nous nous exprimons et nous essayerons d'apporter des idées neuves. Je pense à toutes les grandes réformes que le gouvernement va aborder. Il faut qu'il y ait ce mouvement d'idées beaucoup plus réformateur, beaucoup plus audacieux, qui soit toujours un aiguillon du gouvernement, donc un opposant au Il y a les gouvernement, une propositions. autre opposition. Il y a les propositions, le think tank, Crédible. le côté think tank peut-être de Libre, mais il y a aussi les principes. Par exemple, lorsque Thierry Mariani a co-signé avec des élus Front National une tribune dans Valeurs Actuelles appelant à
rénovation, une nouvelle union des droites, donc peut-être jusqu'à l'extrême droite. Vous aviez, vous, immédiatement demandé sa suspension et son exclusion. Rien de tout cela ne s'est produit. Laurent Wauquiez laisse faire. Est-ce que ça vous pose problème ? Vous savez, quand Jacques Chirac dirigeait le RPR, Philippe Séguin avait une sensibilité qu'il exprimait. Il était minoritaire dans son parti, mais il l'exprimait, il la faisait vivre. Quand Nicolas Sarkozy dirigeait l'UMP, François Fillon avait Force républicaine, Alain Juppé avait les Amis d'Alain Juppé. Il y a dans la droite française des sensibilités différentes. Ces sensibilités, mais j'ai dit, il y a deux droites. Non, mais je veux dire, donc il a raison de ne pas suspendre et exclure Thierry Mariani. Pas du tout, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Mais moi, je suis tout à fait, je ne comprends pas qu'on ne le suspende pas. Je demande à sa suspension et je dis qu'aujourd'hui, la ligne rouge, c'est toute cette volonté, et on voit qu'on a un certain nombre de personnalités qui le souhaitent, d'union entre la droite et l'extrême droite. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Les gens connaissent ma position sur cette question. Mais j'ai dit aussi, et je le constate tous les jours, qu'il y a deux droites aujourd'hui en France. Elles sont réconciliables ? Et que je souhaite qu'elles soient réconciliables. Mais pour qu'elles soient réconciliables, il faut évidemment qu'on soit respecté dans un certain nombre de nos prises de position. Et il ne faut pas que la ligne rouge soit franchie. Mais à ce stade, Laurent Wauquiez nous dit que la ligne rouge ne sera jamais franchie. Donc nous le jugerons sur ses actes. Alors, vous l'avez évoqué également, il y a un an, vous avez lancé votre mouvement Libre. Il y a 10 jours, vous avez lancé les Jeunes de Libre. C'est la branche jeunesse de ce mouvement. Valérie Pécresse, quand on s'organise de cette manière-là, c'est quand même qu'on prépare quelque chose. Alors, est-ce qu'un jour, vous vous voyez présidente de la République ? Je voudrais quand même revenir sur votre question. Oui, on a lancé les Jeunes de Libre. Pourquoi ? Parce que, à la dernière présidentielle, seulement 6% des moins de 35 ans ont voté pour François Fillon au premier tour. 6% des moins de 35 ans. Ils auront 40 ans en 2022. Donc le grand sujet pour la droite, c'est de reconquérir un électorat jeune, actif, qui s'est détourné de nous. Et cet électorat jeune, actif, parce que le vote Macron est d'abord un vote générationnel, il ne faut pas se tromper, d'abord un vote générationnel, il attend quoi de nous ? Il attend une vision beaucoup plus ouverte et beaucoup plus moderne sur toute une série de sujets. Je pense à l'écologie, où l'écologie punitive a fait son temps, où nous devons définir une écologie positive, mais sur les sujets de société, où il faut qu'on puisse, là encore à droite, on a bien compris, entendre. Valérie Pécresse, mais sur l'organisation en tant que telle, est-ce qu'un jour vous imaginez, peut-être, vous dites, je serai peut-être un jour président de la République ? Aujourd'hui, moi je ne suis pas dans l'imagination, je suis dans le faire. Dans le faire pour pouvoir dire. Et voilà, c'est ma caractéristique. Certains m'ont comparé à un tracteur qui avance lentement. C'était Jean-Pierre Raffarin. Lentement, mais sûrement, c'est oui, ce que vous voulez dire. Oui, mais un tracteur, ça laboure. Et pourquoi Gérard Larcher sourit. Un tracteur, ça laboure. Ça sème et ça récolte après. Donc, il faut d'abord labourer et semer. C'est ce que je fais avec... Pour récolter quoi ? Mais nous verrons. Mais aujourd'hui, pour faire en France, il faut être à l'Élysée. Il n'y a pas d'autre solution. Si on veut impacter sur le destin de la nation, pourquoi ne pas tout simplement assumer le fait que vous pourriez, pourquoi pas vous, après tout, être président de la République ? Je pense que les Français, en ont marre de ces ambitions personnelles. Ce qu'ils souhaitent, c'est qu'à la place qu'ils nous ont donnée, parce que moi, ils m'ont fait confiance, ils m'ont élu à la tête d'une région de 12 millions d'habitants. Ils nous demandent à la tête des responsabilités que nous avons d'avoir des résultats. Donc laissez-moi avoir des résultats, laissez-moi recueillir les récoltes de ce que j'aurais semé comme présidente de région. Et au vu de ces récoltes, eh bien, les Français jugeront de la valeur de l'élu qu'ils ont élu. Et puis, ils décideront ensuite. Nicolas Barré ? Vous savez ce que dit Jean-François Copé ? Il dit Emmanuel Macron, c'est le président de droite qu'on n'attendait pas. C'est pas, en fait, tout simplement ça, le problème de la droite, aujourd'hui, en France ? Moi, personnellement, je ne crois pas du tout. Pour moi, Emmanuel Macron, c'est Tony Blair. C'est un libéral social qui a fait l'OPA sur le Parti socialiste, qui lui a fait prendre le virage du libéralisme. Et malheureusement, il reste sur un certain nombre de sujets, je l'ai dit, insuffisamment ferme. Et je pense aussi qu'il y a une promesse qui n'a pas été tenue par Emmanuel Macron, qui était la promesse de lâcher prise, de laisser l'initiative locale, de laisser les élus de terrain, de laisser la société civile aussi prendre une partie du pouvoir. Et moi, je m'inquiète de cet isolement progressif que je perçois, de cette tentation de l'exercice solitaire du pouvoir que je ressens. Parce que
Pour moi, ça n'est pas moderne. Donc ce qui est moderne aujourd'hui, c'est la délégation, c'est le lâcher-prise, c'est de libérer les énergies, mais c'est aussi d'être inflexible sur les principes républicains. Et là aussi, permettez-moi de vous le dire, je ne ressens pas le président comme un président de droite. L'ordre est quelque chose, le respect de la loi sont des valeurs extrêmement fortes. Son projet prison, par exemple, est un projet qui ne résoudra pas les problèmes et il n'y a pas de politique de sécurité sans sanction. Mais par exemple, les facs sont évacués. Vous trouvez qu'il manque d'ordre, ce président ? Non, l'action de la police est bonne, mais demandez-leur comment ça se passe ensuite. Les jeunes qu'on évacue des facs, qu'est-ce qu'ils deviennent ? La partie justice. Qu'est-ce qu'ils deviennent ? Les casseurs des manifestations, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Ils sont interdits de manifestation ? Nous, on a proposé, dans Libre, une disposition qui les interdise de manifestation, comme on interdit aux supporters violents d'arriver dans les stades de foot. Aujourd'hui, vous le voyez bien, il y a beaucoup moins de violence dans les stades de foot, à quelques exceptions près, que je ne citerai pas. Mais il y a beaucoup moins de violence dans les stades de foot parce qu'on a fait ce fichier des supporters violents. Eh bien, il faut faire un fichier des casseurs, il faut les exclure de manif dès qu'ils arrivent. Donc, il faut qu'on travaille à des mesures beaucoup plus fortes. C'est pour ça que le prochain cahier libre sera sur les prisons. On conclut cette émission avec une question importante. Il y a depuis quelques semaines, en plein Paris, des campements de migrants, près de 3000 personnes qui vivent dans des conditions épouvantables, insalubres. Les riverains aussi sont un peu à bout de nerfs dans les quartiers concernés. Gérard Collomb a annoncé l'évacuation dans de brefs délais, mais enfin ça fait des semaines que ça dure. Selon vous, et je m'adresse à la présidente de région, qui est responsable ? La mairie de Paris ou l'État ? D'abord, il faut dire que la situation est intenable. Moi, je m'y suis rendue, elle est intenable humainement, elle est intenable sanitairement et en termes de sécurité, puisque vous savez que nous avons déjà eu 2 morts, ils sont au bord d'un canal. Donc le sujet aujourd'hui est intenable et il y a une part d'irresponsabilité de la mairie de Paris. Et je le dis devant Philippe Goujon. D'avoir dit Paris, ville ouverte, Paris, ville d'accueil, alors que la mairie de Paris savait qu'elle n'avait pas les moyens ni humains, ni les conditions sociales pour accueillir. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un appel d'air. Les migrants viennent à Paris. Ils viennent à Paris et qu'est-ce qui se passe ? On en est à la 30e évacuation de camps à Paris. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les migrants sont répartis sur tout le territoire français. Ça, c'est injuste, c'est inacceptable. Donc, je demande à Gérard Collomb aujourd'hui de faire respecter la loi. Les étrangers en situation irrégulière qui sont dans ces campements doivent rentrer chez eux. Et les autres doivent être accueillis. Ce sera le mot de la fin. Merci Valérie Pécresse, présidente LR de la région Île-de-France, d'avoir été notre invitée. Nous vous retrouvons avec toujours le même plaisir dimanche prochain. Notre invité sera Gérald Darmanin, le ministre du Budget.